et bienvenue à Cible Grise, le podcast officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je suis votre animatrice, Mélanie Couture, professeure agrégée à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke. Je suis dans le programme de gérontologie en passant, pour ceux que ça intéresse. Euh, et bien sûr, je suis avec mon merveilleux collègue Kevin Saint-Martin. Ton tour, Salut Kevin. tout le monde. Je vais vous épargner la longue liste de crédits. Je m'appelle Kevin Saint-Martin, je suis le coordonnateur de la chaire. On va s'en tenir là. Donc, bienvenue pour le prochain épisode. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup de diplômes, puis je les nommerai pas toutes aujourd'hui. Euh, donc, là, on est dans la série Maltraitance en résidence privée pour aînés, RPA pour les intimes. Et à dernier épisode, on a expliqué, fait que vous pouvez aller voir l'autre épisode si ça vous intéresse un peu, c'est quoi des résidences privées pour aînés, pourquoi qu'on s'attarde à ce sujet-là. Et aujourd'hui, on commence nos épisodes sur la description de certains types de maltraitance. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de maltraitance physique en résidence privée pour aînés de la part des employés et des propriétaires. Et je tiens à dire, bien sûr, que des super bonnes résidences aussi, mais il reste qu'il y en a qui ont besoin d'améliorer un petit peu leur pratique. Fait que l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de vous donner une image de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, parce que souvent, les gens ont l'impression que la maltraitance physique, on tape quelqu'un, c'est ça. Oui, ce l'est, mais il y a plein d'autres formes. Fait que l'idée vraiment du podcast aujourd'hui, c'est vous donner d'autres exemples pour que vous soyez peut-être en meilleure position pour repérer les différents types de maltraitance en résidence privée pour aînés. Si vous vivez dans une résidence ou un de vos membres de famille ou un ami ou connaissance vit en résidence, des fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. On n'aime pas certaines façons de faire, mais on ne reconnaît pas que c'est de la maltraitance. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu vous donner des exemples pour reconnaître d'autres types de maltraitance que frapper quelqu'un, ce qui est comme la base. Et la part des gens, c'est juste celle-là qu'ils reconnaissent. Donc, on va aller plus loin. C'est pour les intervenants aussi, ça va vous donner des idées de qu'est-ce que vous pouvez mettre comme étiquette sur certains agissements. Bien sûr, mon cher Kevin, il va vous lire la définition de maltraitance physique en premier Puis parce que c'est important de le répéter pour vous permettre de comprendre les exemples par la suite. Donc, vas-y, Kevin. le préposé aux longues définitions compliquées. Ben oui, ça, c'est toujours important de faire un petit retour pour être sûr que ça rentre bien. Donc, la définition de la maltraitance physique du Comité de terminologie sur la maltraitance du Québec, c'est que la maltraitance physique, c'est des attitudes, paroles, gestes ou défauts d'action appropriés qui portent atteinte au bien-être ou à l'intégrité physique. Ça peut être sous la forme de violence, donc des bousculades, des coups, des brûlures, forcer quelqu'un à manger, donner de la médication de façon inadéquate, utiliser des contentions physiques ou chimiques, donc donner de la médication pour calmer quelqu'un, par exemple. Puis ça peut être sous la forme de négligence, hein, des privations des conditions raisonnables pour le confort, pour la sécurité, pas aider quelqu'un avec des besoins de base comme l'alimentation, l'habillement, l'hygiène, la prise de médication, tant qu'on en est responsable, évidemment, ce qui est généralement le cas en résidence, puisque c'est à la résidence que revient certaines de ces responsabilités-là. Oh, Il c'est y a important de certains... comprendre. Oh, excuse-moi. J'allais juste dire que c'est important avec ce que Kevin vient de dire, que c'est des actions qui causent du tort, mais l'inaction aussi, ou faire des actions inadéquates, donc de ne pas être bon finalement dans ce qu'on fait aussi, ou pas faire attention à comment on le fait, ça rentre là-dedans. Parce que ça va être important quand je vais montrer les exemples plus tard, parce qu'il faut aussi regarder ces aspects-là. Vas-y, Kevin, par rapport à les petits différents indices finalement de Oui, c'est maltraitance ça. physique qu'on peut voir, là. Oui, en fait, il y a des indices qui peuvent nous aider à repérer qu'il y a peut-être une situation de maltraitance qui se produit. Donc, des choses qu'on peut remarquer qui peuvent nous amener à lever un petit drapeau. C'est une petite idée que j'aime bien formuler. Donc, il y a des indices généraux, un peu de la maltraitance physique. Ça va être par exemple des blessures, une perte de poids vraiment marquée, une diminution de l'état de santé général, une atrophie musculaire, quelqu'un qui perd des muscles rapidement. C'est sûr qu'il faut faire attention, ces indices-là, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a maltraitance physique, il faut aller faire une plainte, il faut se lancer là-dessus. Ça peut être des symptômes d'une maladie. Donc, si jamais on remarque ça, ça peut être préférable de demander une évaluation physique, une évaluation par un médecin pour être sûr que ce n'est pas un problème de santé. Mais ça peut aussi être un indicateur de maltraitance. Donc, une fois qu'on a fouillé et qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de trouble de santé lié à ça, ben, peut-être que là, ça pourrait être une autre piste à explorer.
Sinon, il y a des indices qui sont peut-être un peu plus pointés sur la vie en résidence. Je nommais tantôt que les résidences ont certaines responsabilités par rapport aux soins. Donc, par exemple, si on remarque qu'il y a un manque d'hygiène, qu'il y a vraiment une longue, longue attente avant de pouvoir avoir de l'aide pour les changements de culottes, si on voit des affectations cutanées, des petites plaies de lit, par exemple, ou des troubles de peau, ou que l'environnement général de milieu de vie est insalubre, que les poubelles sont pas changées, que les planchers sont pas lavés, que c'est collant, ou qu'il y a une tendance à utiliser vraiment régulièrement des contentions pour calmer les personnes. Ça peut tous être des indicateurs là, qu'il y a de la maltraitance physique qui se passe dans la résidence. Puis je vais ajouter un point, tu sais, l'idée, c'est pas d'aller à la chasse aux sorcières non plus. L'idée aussi, c'est que, bon, des fois, c'est intentionnel, des fois, c'est non intentionnel et majoritairement non intentionnel, la maltraitance. Mais ce que ça dit, c'est qu'il y a un problème. Il faut essayer de régler le problème. Fait que c'est ça l'idée principale, d'être capable de repérer, ces différents éléments-là. Donc ça peut être une maladie, ça peut être autre chose, mais il faut trouver qu'est-ce qui se passe. Puis Ouais, l'idée en arrière, c'est que ce qui est important, c'est de vérifier que la personne aînée est en santé et dans des conditions optimales. Fait que si on lève le drapeau et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, si on trouve que c'est un problème physique, tant mieux. Si on trouve que c'est de la maltraitance, c'est plate, mais au moins on l'a trouvé. Fait que l'important, c'est ça, c'est de trouver qu'est-ce qui fait en sorte que cette personne-là est pas bien. c'est aussi de parler à la personne aînée, puis de l'écouter quand elle parle qu'il y a différentes difficultés, puis de pas minimiser les problèmes parce que souvent les gens dans les situations de maltraitance vont avoir chialé. Déjà, ils se sont plaints, dès le départ pour des petites choses et ça l'a pris de l'ampleur. Et puis là, dans notre série, là, on commence par maltraitance physique, mais habituellement, il y a toujours plusieurs types de maltraitance en même temps. Fait que les prochaines à écouter aussi, mais c'est toujours un mélange. Fait que c'est jamais une chose. Habituellement, il y en a plusieurs. Fait que quand on commence à investiguer puis aller un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'il y a différentes problématiques. D'où l'importance aussi d'écouter les personnes quand ils se plaignent. Puis l'idée aussi de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de dire, faut pas non plus juste s'attarder aux grosses crises et aux gros signes puis aux gros événements. Heu, L'idée, c'est de régler les problèmes au fur et à mesure avant que ça devienne trop gros aussi. Fait qu'il y a pas de Mmh. petite maltraitance. Tous ces Parce qu'une éléments-là qui une amènent du petite sport. maltraitance qui est une petite maltraitance qui est ignorée, en fait, va devenir une grosse maltraitance, donc Oui, c'est ça. Fait que donc l'idée, c'est de s'attarder puis régler les problèmes au fur et à mesure. Puis l'autre chose aussi, c'est quand on est en résidence privée pour aînés, puis là, dans certains exemples, je vais vous donner tout à l'heure, vous allez voir que ça affecte pas juste une personne, ça peut affecter plusieurs personnes aussi. Puis là, on parle aussi dans le cas ici aujourd'hui, parce que l'étude principale sur laquelle on se base était faite par rapport aux difficultés rencontrées avec les propriétaires et les employés. Donc, on s'entend que si c'est les propriétaires, ça risque de se passer ailleurs aussi. Puis si c'est le même employé voit d'autres personnes, il peut avoir aussi exactement le même problème également. Donc, c'est pas juste pour la personne elle-même ou votre proche ou votre client ou et cetera, mais c'est pour aider le fonctionnement de la résidence au complet, puis d'autres personnes qui, des fois, n'oseront pas parler ou dire quelque chose non plus, là. ou même de plusieurs résidences, parce que des fois, il y a des propriétaires qui sont propriétaires de plusieurs résidences, fait que de régler un problème au niveau du propriétaire, ça peut aider pas juste les gens qui vivent avec votre proche, mais tous les gens autour. C'est ça, puis on va avoir, un des types de maltraitance qu'on va explorer, c'est la maltraitance organisationnelle dans un autre aussi, fait que vous allez pouvoir le regarder quand il va sortir. Donc là, on serait rendu à commencer à vous expliquer à vous décrire 3 exemples qui sont ressortis, de l'étude qu'on a effectuée, pour vous donner une illustration de des comment ça peut se passer en résidence, de la maltraitance. Ouais, ben, en fait, je pense que de donner des exemples concrets, là, présenter des cas, ça serait une bonne idée pour que les gens aient quelque chose de bien clair en tête sur comment ça peut se manifester là, dans les résidences, des situations de maltraitance. Je pense que récemment, tu me parlais d'une situation là, qui impliquait une dame qui avait eu des problèmes par rapport à une intolérance au gluten. Je sais pas si tu veux commencer avec ça? Oui, ben, c'est sûr que cette histoire-là m'a touchée parce que moi aussi j'ai une intolérance au gluten. Et donc, c'est une dame qui me disait que bon, donc, qu'elle a des difficultés ou des restrictions alimentaires à cause de l'intolérance au gluten. Puis quand elle a visité la résidence qui l'intéressait, elle en a parlé au propriétaire pour dire: «Ben, est-ce que vous êtes capable de subvenir à mes besoins en termes d'alimentation spécialisée?» Puis elle avait dit: «Oui, oui, pas de problème». Ben, pour ceux qui savent pas c'est quoi une intolérance au gluten, en bref, faut pas que tu manges du blé, du seigle, de l'orge et aussi de l'avoine qui a été contaminée. Hem, Et si jamais tu en manges, ça a quoi comme conséquence? ben,
Ben, là, c'est ça, ces genres ces nutriments-là, on les retrouve, dans du pain, on les retrouve dans plein de choses, dans les sauces, il y en a partout, il faut toujours lire les étiquettes, c'est comme caché aussi des fois. Fait que faut quand même une certaine expertise, OK, pour être capable de bien manger sans gluten, là. Moi, ça fait, mon Dieu, quasiment 30 ans que je suis sur là-dessus, puis, tu sais, c'est vraiment compliqué, puis il y a un vocabulaire, et cetera. Puis ce que ça fait, heu, habituellement, c'est que ton intestin a des difficultés avec, cette protéine-là, c'est pas je sais plus si c'est une protéine, mais en tout cas, cet élément-là et ce que tu vas avoir des ballonnements, tu vas faire de la diarrhée. Certaines personnes ont aussi un problème d'absorption, fait qu'ils n'auront pas nécessairement ces problèmes-là. Tu peux avoir, de la dermatite épitiforme qui va avoir une réaction cutanée aussi. En bref, c'est pas bon pour le long terme non plus et l'idée, c'est qu'il faut pas en manger. Sinon, tu files pas bien, tu peux avoir mal à la tête aussi, ça fait plein de choses, OK? Donc l'idée, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça se règle en bonne partie en ne mangeant pas de gluten. Fait que tu as pas de médicaments à prendre, là, c'est vraiment tu manges pas de gluten. Puis il peut y avoir de la contamination croisée aussi. Donc, si ton aliment sans gluten touche du gluten, il y en a que c'est assez pour qu'ils soient malades aussi. Moi, je suis dans celle-là qu'il faut vraiment que je fasse attention. Par exemple, mettre une toast sans gluten dans le même grille-pain que des toasts avec gluten, c'est assez pour rendre certaines personnes malades, etc. Fait que ça demande quand même des ustensiles souvent qui n'ont pas touché à du gluten. Ça demande un bout de comptoir qui n'a pas de gluten, donc une section sans gluten. Ça demande plein de petits détails comme ça. Donc, ça demande des efforts supplémentaires. Donc, la Et puis madame j'en déduis que c'est ça, si tu m'as parlé de ce cas-là, c'est parce que exactement le propriétaire avait pas cet équipement-là et ces nuances-là pour s'assurer que la dame soit en sécurité par rapport à son intolérance. ben, c'est ça, c'est que lui, il avait dit: «Oui, oui, pas de problème». Sauf que quand la dame a finalement emménagé là-bas, elle s'est rendue compte que la nourriture qui était servie était plein de gluten parce que le monsieur avait confondu cette intolérance-là à d'autres allergies et en bref, il ne savait pas du tout c'était quoi et n'était pas capable de répondre à ses besoins. Mais là, la dame était là et donc elle mangeait la nourriture, puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait pas bien mais qu'il y avait pas d'autre de nourriture offerte non plus. Heu et donc ici, c'est un cas de non-réponse aux besoins qui amène du tort au niveau, physique comme tel, au niveau de la personne. Fait qu'elle avait quand même pris la peine de poser des questions avant d'emménager pour se rendre compte finalement que les promesses n'étaient pas tenues, et que le propriétaire s'était pas vraiment informé ou compris c'était quoi la demande, de la personne, comme telle, là. Fait qu'on est définitivement dans une action ou une absence d'action là, qui cause du tort ou de la détresse à la personne. Parce que Ouais, clairement, ouais, ouais. cette personne-là a eu des conséquences concrètes, là. Oui, oui, physiquement, là, puis, c'est sûr que là, je rentrerai pas dans les détails, mais oui, finalement, elle a changé de résidence aussi, là. Mais juste vous montrer, c'est l'idée de ce cas-là, ça arrivera pas à tout le monde, mais c'est quand même intéressant de voir comment ça peut s'exprimer la maltraitance en non-réponse aux besoins. Donc des restrictions alimentaires, c'est un des exemples par aussi, surtout s'il y a eu une entente pour dire que oui, ces besoins-là seront comblés. C'est différent si la résidence dit: «On peut pas le faire pour vous, on n'en a pas». Là, c'est correct, ils ont le droit de le dire puis de pas le faire, mais quand tu dis oui, puis finalement tu le fais pas, puis la personne tombe malade, c'est là qu'il commence à avoir un certain, problème à ce niveau-là. Oui, ben, c'est ce cas-là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais s'il y a une résidence qui fait pas les pas pour répondre aux besoins d'une dame qui a une intolérance au gluten, on peut s'attendre à ce qu'il y ait tout plein de cas similaires pour une intolérance au lactose, pour une allergie aux animaux, aux acariens, ainsi de suite. Fait que c'est facile de généraliser à tout plein d'autres situations qui touchent tout plein de personnes aînées, là, à travers du Québec. C'est ça, mais il faut quand même qu'il y ait une discussion, tu sais, avant l'aménagement, là aussi, là, parce que comme on comprend que les résidences ne peuvent pas faire des Ils miracles peuvent non pas plus en deviner, là. entraîner. Oui, mais là, dans ce cas-ci, il y avait vraiment une discussion, puis vraiment l'autre personne, savait pas de quoi Mmh. ça parlait. Il reste qu'on comprend que les témoignages dans l'étude proviennent des personnes affectées, proches aidants, personnes aînées. J'ai pas la version de la résidence, mais si on prend la version de la personne aînée, ça sonne comme de la maltraitance. Puis c'est pas toujours juste des situations là, qui vont être clairement dirigées vers une personne en particulier. Des fois, ça peut être l'environnement global qui représente peut-être une menace pour un entre guillemets «tout le monde en résidence». Ben oui, ben c'est ça, un autre,
cas ou histoires qu'on a entendus dans le cadre de l'étude. Puis c'est pas la seule personne qui m'en a parlé, là. Dans l'étude, on m'en a parlé, mais je veux dire, c'est une histoire que j'ai déjà entendue aussi de d'autres personnes. Fait que je pense que cette situation-là est un petit peu plus courante. C'est-à-dire que dans une résidence, il y avait un tapis qui était mal collé au plancher ou croche un peu. Donc, ça fait, vous savez, là, tu sais, quand les tapis ils font des vagues, là, et là, ce qui se passait dans la résidence, c'est que ce tapis-là, il y avait plusieurs personnes qui avaient trébuché ou légèrement trébuché, en tout cas pas au point de se rendre à terre, mais qu'il y avait plein de personnes qui avaient dit au propriétaire, à l'administration, ce tapis-là est dangereux. OK? Fait que faites quelque chose. Fait que ce qui devait arriver arriva. Une personne, me racontait qu'un soir, elle était partie avec son sac à déchets pour aller porter dans la chute à déchets et ce tapis-là était dans son chemin et elle a trébuché sur le tapis, tombé par terre et elle racontait qu'elle s'est blessée et elle a passé au moins une vingtaine de minutes par terre à attendre que quelqu'un passe et l'aide. Comme de raison, ces choses-là arrivent toujours quand on n'a pas notre cellulaire sur nous. Et c'était son cas. Elle n'avait pas son cellulaire parce qu'elle était dans la résidence. Elle a dit, je m'en vais porter poubelle. Je ne pas mon cellulaire. Et donc, elle s'est blessée, restée là pendant. Et ce qu'elle me racontait, c'est que après, une fois que son incident est arrivé, parce que ben là, là, le tapis a disparu. Donc, Ouais, c'est autrement dit, souvent ça, hein, les gens oui, attendent qu'il arrive quelque chose de grave avant de se mobiliser. oui. Mais le problème est le suivant, c'est que l'administration, tu sais, des fois, il part un tapis croche, mais on ne le sait pas. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent, là. Mais là, il y avait eu plusieurs avertissements ou plaintes de plusieurs résidents, puis ils ont entendu qu'un cas grave arrive. Donc, dans ce cas-ci, on tombe vraiment dans de la négligence. Puis encore là, c'est l'intégrité physique de la personne. Elle s'est blessée en tombant. Et ça, c'était un problème prévisible et que les gens ont pris la peine d'avertir justement pour que ça soit réglé parce que tout le monde s'est dit, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tomber ou va arriver quelque chose de grave. Et quelque chose de grave est arrivé aussi. Il me fait penser que mon tapis d'entrée est tout croche puis que je reçois mes parents en fin de semaine, puis ça serait une bonne idée que je l'arrange avant que quelqu'un se plante. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui va avec tout le monde. Tu sais. Même chose si tu n'ouvres pas ton entrée ou tu laisses ton entrée de la maison glacée, même si c'est pas des personnes aînées, je dis les gens peuvent tomber blessés. Fait il y a une responsabilité par rapport à la sécurité de l'environnement physique. Euh, Puis même chose, il y avait un autre cas aussi qui me parlait de, tu sais, des marchettes aussi qui sont pas bien placées des fois, qui peuvent rendre un environnement dangereux. Donc, il y a plusieurs éléments à faire attention. Puis là, faut, tu sais, quand on parle de personnes aînées en résidence privée pour aînés, plusieurs ont des problèmes visuels, de mobilité, fait que ça augmente les risques de chute. Puis encore là, ils ont souvent moins de capacité de se retenir quand ils font une chute, parce qu'avec le vieillissement, il se passe plein de choses dans le Oui, corps. puis Donc, c'est ça. plus de risques que s'ils font la chute, il y a une blessure grave aussi. Oui, comme une fracture de hanche, parce que les os sont Mmh. fragilisés souvent par de l'ostéoporose. Donc, fait d'où encore plus l'importance d'avoir un milieu sécuritaire et puis d'écouter les résidents quand ils disent ben là, c'est parce qu'il y a un problème, c'est dangereux, c'est tel événement, il faudrait s'arranger. Puis même la, c'était la commissaire, je pense au bien-être, je me souviens plus c'est qui exactement, mais elle rapportait aussi un cas où le CIUS, bon, finalement, le système de santé avait dit à une résidence pendant des mois de réparer une rampe dans l'entrée parce que c'était pas sécuritaire. Fait donc, en résidence, ça semble être quand même quelque chose dans en termes de maltraitance, que l'environnement soit pas sécurisé, ça semble être quand même quelque chose de courant. Fait que ça rentre dans maltraitance, même si c'est Oui, pas puis directement envers une personne, c'est considéré la maltraitance physique là, si la personne un en bel plus elle se exemple blesse aussi là. de ce que tu disais tantôt, qu'il y a plusieurs types de maltraitance qui se croisent. On est dans une situation où on a effectivement une maltraitance physique là, par la négligence de l'environnement qui cause une atteinte au bien-être physique des personnes ou qui risque de causer une atteinte au bien-être physique des personnes, mais on a aussi clairement une situation de maltraitance organisationnelle où, malgré les avertissements, l'organisation s'est pas mobilisée, des trucs Ouais, comme ça. Fait que ça met bien en évidence qu'il y a un gros croisement là, quand il est question de maltraitance. Faut pas essayer de le traiter comme quelque chose d'isolé qui touche juste un type en particulier, puis on se concentre là-dessus. Faut essayer de prendre une vision globale. Fait que c'est pour ça c'est qu'on ça, veut prendre bien le temps de toucher à tous les types au travers des prochains épisodes. tout à fait.
Est-ce que tu avais d'autres exemples intéressants? Je trouve ça super le fun de concrétiser tout ça, là. Sortir Oui, un peu de ben la théorie puis de mes définitions cadrées du début. oui, mais c'est pour ça qu'on a fait le projet, parce qu'il y avait rien dans la littérature scientifique, puis dépendamment du contexte, la maltraitance va se présenter différemment. Et donc, c'est important d'avoir une vision de dans la vraie vie, ça ressemble à quoi de la maltraitance en résidence privée pour aînés. Et ben, un autre exemple qu'on avait, c'était une dame, ben, une proche aidante, parce qu'il y a des personnes proches aidantes aussi qui ont participé à l'étude, qui prenaient soin de sa mère, qui vivait en résidence privée pour aînés. Et ce qu'elle disait, c'est que sa mère se plaignait que les préposés, quand ils mettaient ses bas de contention, lui faisaient mal. OK? Là, je vais trahir mon âge et peut-être, mon mes conditions de santé, ma bonne santé, mais c'est quoi un bas de contention? Ben, vous avez probablement vu ça. C'est sûr que c'est les personnes, ben, souvent un peu plus âgées qui vont mettre ça. C'est, des bas ça ressemble à des bas nylon, c'est très, très serré et c'est pour, compresser les jambes, pour aider à la circulation sanguine et autres choses. Je suis pas médecin, j'irai pas trop loin dans l'explication, là, mais vous avez probablement déjà vu ça. Puis, Kevin, comme tu disais, je pense que c'est ta mère que non, pas ta mère, c'est qui me contait ça? En tout cas, il me contait que tu sais, pour quand on va en avion, c'est une des choses qu'on va mettre pour que les pieds nous enflent. C'est notre éditrice qui comptait ça, c'est Jessie. Oui, oui, c'est ça. Fait que l'idée de base, c'est que c'est dur à mettre ces bas-là parce que c'est serré, serré. Il faut vraiment avoir une technique pour les mettre. Donc, en bref, il semble que la technique utilisée par les préposés causait de la douleur à la mère de la prochaine aidante qui me contait l'histoire. Ça commence à faire beaucoup de monde dans l'histoire, là, mais bon. Ouais, Fait là, je suis un peu mêlé. Donc on a une proche aidante qui avait sa mère qui avait oui, des douleurs à cause de ses bas, de la façon dont les gens mettaient ses bas. c'est ça. Donc, la prochaine OK. aidante a quand même un bon réflexe. L'idée, c'est pas de signaler tous les problèmes, c'est aussi d'essayer de les régler, comme on disait au début. Donc, elle est allée voir les préposés pour leur expliquer comment mettre les bas correctement et la bonne technique. Euh, pour dire, parce que des fois, ben, on ne sait pas comment faire, fait qu'on le fait pas correctement. Fait qu'elle elle s'est proposée, elle leur a montré comment faire. Mais là, sa mère continue à se plaindre que même, tu sais, que finalement, ils continuaient leur mauvaise technique, ce qui lui causait de la douleur. Et le problème est suivant aussi, c'est que euh, les personnes impliquées, pas la personne proche aidante, mais quand elle parlait aux gens de la résidence, les gens lui disaient ah, ben, c'est votre mère qui est difficile et tout ça. Alors que la proche aidante, elle disait, ben, non, je connais ma mère, elle se plaint pas d'habitude. Pour qu'elle se plaigne, c'est parce que c'est vraiment problématique. Donc, c'est un cas où ce que la proche aidante a pris la peine de peut-être essayer de régler le problème, puis de le montrer, puis que les Et tout mauvaises à son pratiques, honneur d'ailleurs. oui, ben, c'est ça, mais les mauvaises pratiques ont comme continué quand même. Puis pire que ça, c'est qu'ils ils ont essayé de minimiser la problématique, puis de dire que c'était la résidente qui était compliquée. Puis ça aussi, c'est une autre forme de maltraitance là, qui se rajoute par-dessus, de discréditer finalement la personne qui fait la plainte, qui est de la maltraitance psychologique en soi aussi. Donc, fait, l'idée, là, c'est que tout ça, ce qu'on vous explique, on sait qu'il y a plein d'autres cas, puis je suis sûre qu'on vous parle, là, puis qu'il y a plein de cas qui vous viennent en tête, ou bien vous dites, ah oui, ça m'est déjà arrivé, ou j'ai déjà vu ça, ou bien je connais quelqu'un qui est arrivé d'autres choses. Fait que l'idée, c'était pas d'être exhaustif aujourd'hui par rapport aux différents types de maltraitance physique, mais c'est vous donner des images autres que donner des coups. Puis qu'il y a plein d'autres Mmh. choses qui se passent. Et ça, c'est des genres de cas qu'on voit en résidence. Il y en a qui sont plus courants, il y en a d'autres qui sont moins courants. Puis je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples à nous donner, mais c'était juste commencer un peu une discussion puis une réflexion pour aider au repérage aussi de ce type Oui, de puis situation-là. Là. aussi montrer que la maltraitance, ça peut venir de plusieurs personnes, puis que c'est pas juste, par exemple, des préposés fâchés ou Non, impatients, tu sais. Ça peut être des gestionnaires, ça peut effectivement être des préposés, mais ça peut aussi être des problèmes au niveau de l'organisation, des problèmes au niveau des gestionnaires, des problèmes au niveau des ouais. autres employés, que ce soit les gens qui s'occupent du ménage, par exemple, tout ça. Donc, tout le monde a le potentiel, malheureusement, d'être maltraitant à un moment ou à un autre dans leur pratique, dans leur inaction. Oui, c'est ça. Puis là, on parle aujourd'hui juste des difficultés rencontrées avec les propriétaires et les employés parce que ça, ce serait toute une autre série au complet, mais il y a aussi de la maltraitance entre résidents aussi. Puis ça peut être les familles qui vont aussi maltraiter là-bas. Mais aujourd'hui, on se concentre un peu plus sur en RPA, qu'est-ce qui se passe quand c'est des employés ou de la direction là, qui négligent ou qui font des gestes un peu douteux par rapport envers les résidents âgés. On Puis, vous a donné quelques exemples, mais si vous avez envie de faire mal à votre humanité, si vous allez naviguer un peu sur le web, regarder des ouais.
ou à la télé, regardez les nouvelles, probablement que vous allez voir plein, plein, plein d'exemples que si vous mettez une lunette, sensible à identifier les indices de maltraitance, vous allez vous rendre compte qu'il s'en passe énormément, puis il y en a plein d'exemples qui circulent. Oui, c'est ça, puis il y a des exemples dans les médias, on en voit des cas aussi, de temps en temps. Mais Ça, c'est sans compter tous les gens qui sont isolés puis qui ont personne pour dénoncer ou ouais, pour le dire pour eux ou qui se sentent pas en sécurité de parler, de dire qu'ils ont vécu de la maltraitance, qui ont pas de plateforme pour le dire. Donc c'est un bout qui est le fun avec le podcast, c'est qu'on a la possibilité de un peu projeter ces voix-là qui sont pas toujours entendues. oui, puis comme je dis toujours, il y a des très bonnes résidences, puis la il y en a qui ont besoin d'aide un petit peu pour, s'améliorer ou améliorer leur pratique. Puis c'est de pas démoniser non plus ce type, de logement-là. Mais il y a comme je dis, c'est on raconte, des témoignages aujourd'hui qu'on a eus, mais il y en a d'autres, comme Kevin vient de dire, qu'il y a pas de voix. Donc, merci beaucoup, pour votre écoute aujourd'hui. J'espère que on espère que vous allez être là pour, les autres types de maltraitance qu'on va présenter dans cette série-là, Maltraitance en résidence, privée pour aînés. Oui, comme disait Mélanie, hein, si vous voulez revenir avec nous pour les prochains épisodes, oubliez pas de cliquer sur j'aime en bas, puis de vous abonner à la chaîne. On espère qu'on va vous revoir. On a aussi des épisodes antérieurs que si vous les avez manqués, n'hésitez pas à aller les réécouter. Donc merci à tous d'avoir été là. Ça nous a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci, à la prochaine. Ciao! On veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation, que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Donc le 1-888-489-2287.